Donc, écoutez, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette deuxième conférence du Collège Saint-Germain, toujours accueilli dans la paroisse Saint-Georges de la Villette, à Paris, donc 19e. Donc, conférence qui se trouve avoir lieu le 11 novembre 2018. Alors, il sera question, pas de manière principale sans doute, mais quand même, il sera question de piété au cours de la conférence d'aujourd'hui. Et donc, c'est quand même approprié en ce jour, donc, où on fait mémoire de l'armistice de 1918, et où donc on se doit d'honorer nos ancêtres qui ont défendu donc, notre patrie et qui ont fait qu'elle a pu perdurer, malgré donc, tous les aléas qui ont suivi la Première Guerre mondiale au cours du XXe siècle. Mais enfin, leur sacrifice n'a quand même pas donc, été vain, puisque nous sommes encore ici. Et que sans doute nous aurons encore l'avenir. Bien, on peut simplement regretter, je ne vais pas m'y attarder, mais que la commémoration de cet événement n'ait sans doute pas été aussi importante et surtout n'ait pas donné lieu à une réflexion plus approfondie sans doute sur les causes, sur l'événement en lui-même et la signification qu'il peut avoir. La question des responsabilités n'a pas été posée. Or, non seulement la responsabilité du déclenchement du conflit, mais également son prolongement et le rejet des offres de paix venant notamment donc, des puissances catholiques, l'Autriche d'une part, mais également la papauté bien entendu, le roi Alphonse XIII d'Espagne, qui avait essayé donc aussi de jouer l'intermédiaire. Tout ceci donc, a été refusé par plusieurs personnes, dont plusieurs gouvernements, dont celui de la France, ce qui a remporté quand même l'échéance de la fin de la guerre de manière non négligeable. Bon, tout ceci aurait pu donner lieu à discussion et à un peu approfondissement. On parle beaucoup de paix, mais voilà, elle a été longue à venir durant le conflit, en partie du fait donc, de la responsabilité des politiques, y compris donc, bien sûr, et avant tout peut-être des politiques alliées. Bref, voilà, ce n'est pas mon sujet en tant que tel, mais ça a rapport bien sûr avec la question de la justice et du bien commun dont nous allons parler donc aujourd'hui. Puisque donc la fois dernière, la première conférence, donc j'avais posé le problème problème politique tel qu'il se présente à nos yeux de nos jours, en soulignant donc la dégradation sans doute donc, des mœurs sociales, de l'organisation politique, sociale de notre pays et des pays occidentaux en général, à notre époque. Et j'avais aussi donc souligné le rôle difficile qui est laissé donc aux chrétiens, donc, et aux catholiques peut-être en particulier, qui sont donc depuis longtemps victimes d'une sorte d'ostracisme et à qui donc il est difficilement concédé une place politique à proprement parler. Bon, ça n'est pas, c'est toujours d'actualité. On a vu la semaine passée donc professeur d'université être mis de côté pour ses accointances trop prononcées avec certains mouvements contestataires de la loi contre le mariage homosexuel. Voilà, bon, c'est des pratiques donc, qui se font de nos jours, assez étonnamment peut-être, enfin pas forcément tant que ça quand on y réfléchit. En tout cas, ça a lieu et ça confirme malheureusement bien sûr ce que nous disions à travers un exemple qu'il ne faut sans doute pas exagérer, mais enfin qui est quand même malgré tout significatif. Et donc j'avais terminé la semaine dernière en disant que, si on va un peu au fond du problème, on a, je crois, affaire à un défaut de politique, voire à une négation même de l'ordre politique en tant que tel. Donc le propos de ce jour, c'est de revenir sur ça et d'approfondir bien sûr cette question-là, de la traiter vraiment pour elle-même, en commençant donc par revenir au principe de l'ordre politique, et à savoir donc ce que la réflexion politique grecque et médiévale avait posé comme principe du politique, donc ce qu'on appelle classiquement le bien commun. Et dans un deuxième temps, donc, on verra la négation à travers donc, ce qu'il est convenu d'appeler l'individualisme. Je reviendrai sur ceci donc, en deuxième partie. Mais d'abord, donc, le bien commun au principe de la société politique
Voilà. Donc ça fait déjà quelques temps que le terme de bien commun, la notion de bien commun, est revenu, réapparu dans le discours public, dans le discours politique, de la part de différents acteurs, tant politiques que parfois donc, des commentateurs de l'actualité politique. Donc on reparle en effet de bien commun, alors qu'il a été longtemps éclipsé au profit d'autres expressions, comme le bien public parfois, ou l'intérêt public, l'intérêt général surtout, qui était un terme qui revenait donc souvent quand ce n'était pas l'intérêt de l'État parfois. Autant de termes qu'un regard superficiel pourrait considérer comme équivalents, mais qui en fait recouvrent des pensées politiques, des philosophies politiques qui sont très divergentes. Alors le retour du bien commun en tant que vocable, j'entends, est bien sûr le bienvenu, de mon point de vue. Encore faut-il savoir précisément ce dont il retourne et en avoir une conception qui soit adéquate, qui soit juste. Alors c'est le premier point que je voudrais bien sûr développer. Qu'est-ce qu'on entend précisément par le bien commun? Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Or si on s'en tient au plus près de l'expression bien commun, donc elle introduit aussitôt deux affirmations. Premièrement, il existe un ordre du bien et donc un ordre de la finalité. Le bien étant ce à quoi toutes choses tendent, selon la définition très générale qu'en donne Aristote donc au début de l'éthique à Nicomaque. Ce à quoi toutes choses tendent, c'est-à-dire ce qui constitue pour elle, pour chacune de ces réalités, donc sa fin ou son accomplissement. Pour reprendre les exemples classiques, on dira que la fin de la médecine est la santé, que la fin de la recherche intellectuelle en sciences, en philosophie ou dans d'autres domaines, c'est le savoir, que la fin de l'activité de l'artisan, c'est le chef-d'œuvre qu'il parvient à accomplir, et ainsi de suite. Et si on généralise aussitôt à la vie morale, on dira que la vie heureuse est la perfection de l'existence humaine, et donc elle est sa finalité. Le but que nous recherchons, chacun en particulier, mais aussi tous en commun, on va le voir, c'est une forme de vie donc heureuse, la plus accomplie possible. Disons que nous ne vivons pas seulement pour nous maintenir dans l'existence, mais pour prendre un certain nombre de décisions, accomplir par suite un certain nombre d'actes qui non seulement nous procurent un contentement, mais qui au-delà et surtout nous conduiront à une certaine perfection, qui nous permettront de dire au crépuscule de notre existence que nous avons vraiment vécu. Bon, on peut faire remarquer que c'est ce qui rend possible l'héroïsme. L'héroïsme n'est rien d'autre qu'une forme d'excellence dans la vertu, ce qui suppose une certaine hiérarchie morale entre les hommes. Les héros sont au-dessus du commun des mortels, parce qu'ils arrivent donc à certaines vertus et donc à certains actes qui dépassent ce que le commun est capable de faire. Donc, de ce point de vue-là, il représente un certain type achevé, selon des formes qui peuvent être diverses, bien sûr, puisque la vie humaine est diverse. Mais quand même, à chaque fois, c'est un certain type achevé, donc d'homme. Bon, si on fait référence au saint, dans le cadre du christianisme, donc le saint, c'est le héros chrétien par excellence. Et l'un des critères premiers pour considérer qu'une personne est sainte, c'est la fameuse héroïcité de ses vertus. Voilà, donc on revient sur cette notion de héros, quelqu'un donc, qui arrive à vivre ses vertus de la manière la plus complète possible. Et plus complète que la plupart des personnes. Donc ça, c'est la première chose. Donc il existe un ordre du bien, donc de la finalité. Deuxième affirmation que contient l'expression bien commun, c'est qu'il y a un ordre du commun, précisément. Autrement dit, que nous ne sommes pas des individus radicalement étrangers les uns aux autres, des êtres qui seraient irrémédiablement enfermés sur eux-mêmes, mais que nous communiquons, et non seulement nous communiquons, mais on peut dire que nous communions, c'est-à-dire que nous partageons un certain nombre de choses qui peuvent être matérielles, mais qui sont avant tout donc, morales et spirituelles. Et à vrai dire, voilà, les choses matérielles ont en général plutôt tendance à diviser. Ce que je possède, mon voisin ne le possède pas, si c'est à moi. Il peut y avoir des choses matérielles qui sont communes. Pensons donc, par exemple, à un certain nombre de monuments ou du territoire aussi que l'on possède en commun. C'est une des premières conditions pour qu'il y ait communauté, nous dit encore Aristote aussi dans les politiques, mais aussi dans des monuments qui vont faire la fierté du peuple et qui sont considérés comme précisément une sorte de bien commun. Bon, ça dans l'ordre matériel.
mais quelque chose de matériel, voilà, qui est plus que matériel, qui a une portée justement sans doute spirituelle, morale peut-être. Et l'essentiel, voilà, du bien commun, si on s'en tient donc à ce que nous en dit donc Aristote, est d'ordre précisément donc moral, on pourrait dire donc aussi spirituel. Et voilà. Et donc ça concerne donc directement les mœurs. En un mot, nous aimons jusqu'à un certain point donc des choses identiques. Et cet amour des mêmes choses contribue à une certaine identité commune. Cela fait donc que nous convergeons voilà, donc dans certaines mœurs, dans certaines choses que nous partageons. Un certain bien, un certain accomplissement que nous considérons tous comme en effet réel. Bien, ce que nous aimons en effet, c'est ce que nous considérons comme bon. Et c'est ce qui fait avant tout donc une communauté. Alors cet amour des mêmes choses peut se décliner dans une multiplicité de formes et de degrés, donner lieu à des communautés fort diverses, plus ou moins donc profondes, plus ou moins durables, des clubs ou associations dont les membres partagent une même passion, comme on dira, des voisins qui vont aimer un même village, un même quartier, des fidèles d'une même église, d'une même paroisse, qui vont prier en commun, qui vont partager donc leur foi, mais également aussi donc avoir soin de leur église, bon, et ainsi de suite. On pourrait bien sûr multiplier les exemples, bien entendu, la famille qui va partager un certain nombre donc, de biens en commun et un certain nombre de choses voilà, aimées en commun. Lorsque donc ces choses donc aimées en commun, lorsque ça se décline sur le plan général de la société, lorsqu'il se décline ainsi, donc cet amour commun forge un peuple. Selon donc la définition qu'en donne saint Augustin dans La Cité de Dieu, lorsqu'il discute donc la définition de la République par Cicéron, et donc il donne cette définition, le peuple est une multitude d'êtres raisonnables, associés par la participation dans la concorde au bien qu'ils aiment. De cette définition, Augustin donc tire aussitôt donc la remarque suivante, à savoir que pour savoir ce qu'est chaque peuple, il faut considérer l'objet de son amour. Et que par conséquent, donc, un peuple est d'autant meilleur qu'il s'entend sur des choses meilleures et d'autant plus exécrable, c'est la traduction, c'est détériorant en latin, détériore, d'autant plus donc exécrable ce peuple qu'il est d'accord sur des choses plus exécrables. Donc là aussi, bien sûr, le fait simplement donc d'aimer quelque chose signifie que nous le considérons comme un bien. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un bien objectivement. Donc on peut aimer des choses qui sont donc mauvaises, en les considérant comme un bien, mais en se trompant. Bon, c'est l'exemple donc des bandits que va prendre aussi Augustin, qui peuvent avoir en commun, mais bon, cet exemple-là est un exemple un peu limite, puisque justement ils ont peu de choses en commun réellement, si ce n'est donc un amour de la richesse sans doute, mais qu'ils veulent pour eux et non pas tellement pour leur communauté. Donc c'est un exemple qui serait un peu un contre-exemple, mais enfin qui pourrait faire comprendre qu'on peut éventuellement donc aimer des choses mauvaises, plus simplement peut-être et plus directement, voilà, toutes les mœurs humaines ne se valent pas, et certains peuples ont pu ou peuvent pratiquer donc des mœurs qui sont objectivement donc mauvaises, mais que puisqu'ils les pratiquent, ils les considèrent donc comme a priori bonnes. Bien, donc voilà, cet amour ne peut pas suffire en tant que tel, mais il fait quand même pour Augustin donc le peuple, puisque donc il fait la communauté. Il restera après voilà, à distinguer donc les peuples vertueux des peuples qui le sont moins, voire qui ne le sont pas du tout comme on pourra distinguer des personnes vertueuses et des personnes qui ne le sont pas. Et si donc un peuple aime des choses bonnes, voire excellentes, si donc il aime des choses qui peuvent effectivement conduire à une perfection humaine, bien ce peuple donc sera dit vertueux. Bien, donc on voit aussitôt ordre du bien, ordre du commun. On voit donc que les deux sont en fait indissociablement liés. S'il existe un bien individuel, incontestablement, si l'accomplissement de chacun est par définition d'abord le sien propre, il reste que le bien commun inévitablement prime, car l'individu ne peut même pas atteindre son bien individuel propre sans une activité sociale, et donc sans être inséré dans la vie sociale.
En effet, l'immense majorité des activités que nous pouvons faire et des choses que nous pouvons rechercher, sinon toutes, en tout cas la majorité, elles n'ont de sens qu'en fonction de la vie sociale, et non pas seulement parce qu'il y a quantité de choses que je ne saurais faire par moi-même, et dont j'ai besoin à titre donc, de condition, et par conséquent j'aurai besoin des autres pour les obtenir, ne serait-ce que les questions les plus élémentaires. Moi, je ne peux pas fabriquer toutes les vivres qui vont me permettre de me nourrir, donc je vais aller les acquérir donc, auprès du boulanger, auprès du boucher ou je ne sais quel autre commerçant qui pourra me donner de ce dont j'ai besoin, donc sans pouvoir tout faire moi-même. Donc ça, c'est bien entendu une première chose matérielle, on va dire, qui est évidente. Donc c'est bien entendu déjà à ce niveau-là que la vie sociale est indispensable. Bon, il suffit de prendre l'exemple contraire, qui est, par l'exemple type, c'est Robinson Crusoe tout seul sur son île, qui va devoir tout faire tout seul, et avec toute la complexité que cela peut requérir, tant dans l'organisation de son temps que dans les compétences que cela requiert. Donc la vie sociale, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, bien entendu, est indispensable. Mais au-delà, et de manière plus fondamentale en fait, encore plus fondamentale, c'est vraiment à titre de fin que la vie sociale est nécessaire. C'est-à-dire que les activités que nous allons faire, la plupart en tout cas, n'auront donc de véritable sens, et n'auront donc de réelle portée, et par conséquent ne seront réellement un bien, qu'en fonction donc des autres. Il suffit de prendre des exemples que la médecine, je disais tout à l'heure, a pour finalité la santé. Il est évident que s'il n'y avait pas de patient, le médecin ne serait bien sûr inutile, et la médecine donc n'aurait pas de but. On pourrait discuter l'exemple, puisque bien entendu la maladie est en soi une mauvaise chose, et donc dans l'absolu, il vaudrait mieux pouvoir se passer des médecins, il vaudrait mieux que la médecine n'ait pas à exister. Mais enfin, dans l'état des choses qui est le nôtre, où de fait la maladie existe, la médecine est là pour lutter contre, et donc elle est bien entendu donc une bonne chose, elle n'a de sens qu'en fonction précisément du résultat auquel elle s'efforce de parvenir. D'autres exemples sont, on peut bien sûr en prendre d'autres, que serait le musicien sans auditeur, que serait l'artisan sans personne pour bénéficier de son travail et pour se procurer donc ce qu'il va fabriquer, et ainsi de suite. Que vaudrait donc le savoir du savant sans personne à qui le transmettre, à qui le communiquer, donc, et ainsi de suite. Et même on pourrait aller, contrairement à ce que l'on croit donc, trop souvent de nos jours, on pourrait aller jusqu'à dire que l'industriel qui fabrique donc, des choses, il a besoin de clients bien entendu, mais c'est pas seulement pour son profit, c'est même pas d'abord pour son propre profit, mais c'est d'abord parce que sans les clients qui lui achèteront ses produits, son activité n'aurait aucune signification. Alors, donc voilà, ces activités que nous pouvons faire sont largement en fonction tributaire en fait de la vie sociale. On peut rajouter aussitôt que ces diverses activités humaines ne sont pas simplement juxtaposées les unes aux autres, mais sont inévitablement hiérarchisées les unes par rapport aux autres. Alors, je vais reprendre ici un seul exemple. Si je reprends l'exemple du médecin, il va avoir besoin pour donc prodiguer son art d'un certain nombre d'instruments. Et ces instruments, ce n'est pas lui qui les fabriquera, il va les commander, il va les demander à des fabricants, des industriels aujourd'hui, des artisans dans le passé, qui vont donc lui procurer des instruments dont il a besoin. Et donc, le but du médecin, à savoir donc le soin et la santé de ses patients, va commander non seulement son activité propre, mais l'activité des personnes à qui il va demander tel ou tel instrument. Pensons, je ne sais pas, on peut prendre des exemples tout à fait contemporains. Aujourd'hui, on opère assez couramment par endoscopie, donc ça suppose des caméras microscopiques. Bon, ces caméras microscopiques, c'est bien entendu pas le médecin qui est capable de les fabriquer. Il va se tourner vers l'industriel qui, lui, pourra les faire. Mais réciproquement, l'industriel ne les ferait pas s'il n'y avait pas, bien sûr, le besoin du médecin pour opérer ses patients. Et donc, il y a bien une hiérarchie. Celui qui commande l'objet, c'est bien le médecin, avec donc l'objectif qui est le sien, le but donc, de soigner ses patients. Et donc, la médecine, de ce point de vue-là, joue le rôle de ce que
Les Grecs, typiquement Aristote, appelaient le rôle d'une activité architectonique, c'est-à-dire l'activité qui va commander à une autre, et qui va dire donc à l'autre non seulement de faire quelque chose, mais au-delà qui va lui dire ce qu'elle doit faire. J'ai besoin de tel instrument, alors vous vous débrouillez, vous faites comme vous pouvez, c'est à vous de voir pour à vous organiser de manière à le produire, mais moi ce que je veux c'est tel instrument avec telle capacité, enfin voilà, telle fonctionnalité plutôt, qui me permettra de faire telle ou telle opération. Et donc à partir de là, à vous de vous débrouiller pour faire l'instrument en question. Donc il y a bien entendu une hiérarchie. Alors il n'est pas difficile de généraliser l'exemple à l'ensemble de la vie sociale. L'ensemble des activités accomplies par les hommes n'a en définitive de sens que comme autant d'actions qui font la bonne marche de la société et ainsi la bonne vie de ses membres. La vie sociale, donc, par conséquent, n'est pas à comprendre comme étant avant tout d'abord au service de ses membres, une simple condition du bonheur individuel, mais ce bonheur est atteint dans la vie sociale elle-même, à laquelle nous contribuons chacun à notre manière, et dont notre vie individuelle est inséparable, car sans cette vie sociale, cette vie individuelle n'aurait plus de sens. C'est pourquoi on peut dire qu'en fin de compte, que l'expression la plus complète du bien commun, c'est la culture d'une société, dans la mesure où cette culture a accompli en vérité la nature de l'homme, c'est-à-dire dans la mesure où elle rend effectivement vertueuse la vie sociale. Alors la différence quand même, on peut le noter au passage, entre donc, la vie sociale ainsi, la vie morale au sens le plus englobant du terme, et les exemples techniques que j'ai pris, l'exemple de la médecine sur lequel je me suis appuyé, en le modernisant à peine un peu, c'est un très vieil exemple qui se retrouve dans les textes des Grecs déjà. La différence, c'est que dans le cas de l'activité technique, on a affaire à une activité transitive, c'est-à-dire donc la santé que le médecin procure, il le procure à quelqu'un d'autre, donc c'est une activité donc, transitive, tandis que la vie heureuse, et donc la vie sociale heureuse, c'est une activité immanente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas séparable, détachable des actions qui la font en fait. Elle se confond, on pourrait dire, avec l'ensemble donc, des activités elles-mêmes. En tout cas, elle est à la fois un accomplissement, mais qui est vraiment inséparable de l'action. Il y a une petite nuance entre en fait, l'activité de type technique, qui est donc transitive, je vais transformer quelque chose, je vais faire opérer sur quelque chose, sur quelqu'un, et une activité morale qui est immanente, c'est-à-dire qui est dans on pourrait dire le résultat, le bénéfice, est interne à celui qui fait l'action, tant sur le plan individuel, bien sûr, que sur le plan social. Mais, malgré cette différence, l'analogie, on va dire, fonctionne. Il y a donc une sorte de hiérarchie voilà, entre les activités, de telle sorte que l'ensemble des actions et des fonctions sociales exercées par les différents membres de la société se complètent, sont complémentaires et ainsi parviennent, lorsque c'est bien exécuté, on va dire, lorsque les choses sont bien faites, et bien parviennent donc à une vie sociale harmonieuse et donc on peut dire heureuse. Alors juste avant de conclure sur ceci, il faut bien entendu éviter de commettre l'erreur inverse qui justement donc, consisterait à dire, l'erreur inverse voilà, à l'erreur qui voudrait que la vie sociale est au service des individus. Ça, on va le retrouver bien entendu, c'est la conception moderne, si on pour l'exprimer un peu dans l'essentiel, hein, où on va accepter de rentrer dans la vie sociale parce que ça nous est avantageux. C'est toute la logique qui travaille dans la philosophie politique moderne, au moins depuis le Léviathan de Thomas Hobbes, où je vais accepter de rentrer dans la vie sociale parce que j'y trouve un avantage. Donc, si on va en conséquence, ça voudrait dire que la vie sociale, en fait, est au service des membres de la société. Donc ça, c'est l'erreur que je viens de dénoncer. L'erreur inverse consisterait à dire que la vie individuelle est entièrement au service de la société, comme si celle-ci était une entité séparée de l'existence concrète de ses membres.
Bon, et en fait, ce que j'essaie d'expliquer, de faire comprendre, montre que ça n'est pas possible, puisque justement la vie sociale, ça se confond voilà, à l'activité. Donc c'est quelque chose qui est immanent à l'activité des membres de la société et qui n'en est pas séparé. Voilà, comme si le bien social était voilà, transcendant, supérieur au bien des personnes. Le bien social ou le bien commun ne se confond pas avec tout le bien de chacune des personnes en particulier, puisqu'il y a un bien particulier malgré tout, mais il n'est pas non plus séparable de cette existence individuelle concrète, puisque justement il est le résultat de cet enchevêtrement, on pourrait dire, cette organisation des différentes actions, des différentes activités sociales. Bon, ça c'est un point, c'est en fait le point un peu délicat qui rend un peu difficile à bien comprendre ce qu'est donc ce bien commun. C'est un point qui est bien entendu essentiel, une sorte de ligne de crête entre deux erreurs qui seraient donc diamétralement opposées, mais aussi dommageables en fait l'une que l'autre. Puisque dans un cas, on va retomber dans ce dont on va parler, à savoir l'individualisme, et dans l'autre, on tombe dans des sociétés qui sont en fait donc dictatoriales ou totalitaires, comme on pourrait dire, selon les cas, mais qui seraient donc où la vie individuelle serait en fait méprisée dans son existence propre. Bien, alors pour terminer ceci, une dernière remarque, faut-il rappeler donc quel approfondissement donc la foi chrétienne a fait de cette vérité. Cette vérité, c'est qu'en fait nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais que notre vie trouve son accomplissement dans le service mutuel. On peut résumer ça, je crois, ainsi. Car dans ce service mutuel, seulement, se trouve en fait la vertu. L'ensemble des vertus qui font l'excellence humaine, elles sont en fait inséparables des rapports entre les personnes. Et c'est pourquoi, en fait, elles sont inséparables toujours d'une forme de justice. Bon, dans l'éthique à Nicomaque, Aristote rappelle un adage qui avait cours chez les Grecs, qu'en fait, dans la justice réside en quelque sorte toute vertu. La justice est une vertu particulière, mais en même temps, toutes les vertus, l'honnêteté, le courage, voilà, on peut les énumérer, la force, toutes les vertus morales, en fait, elles sont une forme de justice. Lorsque je dis la vérité à quelqu'un, quelque part, je ne fais que lui rendre justice, car je lui dois la vérité. Et ainsi de suite. On pourrait multiplier les exemples. Donc la justice sous-tend en effet toutes les vertus, et la justice n'a bien entendu aucun sens sans le rapport à l'autre. On ne peut pas être juste tout seul, ça n'a pas de sens. Robinson Crusoe sur son île ne peut pas être dit juste, sinon peut-être par analogie, parce qu'aussi il a grandi en société avant ça. Mais un homme qui serait radicalement tout seul ne peut pas être dit juste, ça n'a pas de sens. La justice est nécessairement dans le rapport à l'autre. Donc voilà, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous nous accomplissons dans le service mutuel, car là donc réside la vertu. Et donc la foi chrétienne en effet a approfondi donc ceci, puisqu'elle y voit en fait le cœur de la relation entre l'homme et Dieu. De l'homme vers Dieu, bien entendu, mais aussi d'abord de Dieu vers l'homme, dans l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. Le pardon donc, qui est accordé par le Christ, c'est une œuvre de miséricorde. Cette œuvre de miséricorde, c'est en même temps une œuvre de justice, et c'est le don complet, total, à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à essayer de limiter autant que possible en tant que chrétiens. Et c'est bien vraiment l'idée que nous nous accomplissons dans le don à l'autre, donc dans ce service mutuel. Je crois qu'il y a là le point de convergence majeur entre la pensée grecque et la foi chrétienne, au même moment où celle-ci en fait transcende infiniment, on pourrait dire, la pensée grecque, mais sans la renier, en fait, sans l'accomplissant. Et ceci me permet de dire que Dieu est le bien commun le plus parfait. Je ne vais pas pouvoir m'y arrêter, au-delà donc, du bien politique, mais en même temps, bien entendu, ça vient conforter, ça vient raffermir, on pourrait dire, donc ce bien politique, bien loin donc de le nier. Bon, tel est, pour le dire dans ces grandes lignes, on pourrait bien entendu développer beaucoup, absolument il faudrait le faire, mais je maintiendrai donc à ces quelques rappels, on pourrait dire d'ordre un peu général. Telle est donc, dans sa ligne la plus donc, générale, la conception grecque
et en particulier, il est vrai, aristotélicienne, de la politique, laquelle donc voit dans la vie sociale l'accomplissement de l'homme, une vie sociale donc, qui suppose une hiérarchie des activités et qui suppose donc une activité suprême, architectonique par excellence, celle qui va parvenir à coordonner et à organiser l'ensemble, à s'assurer que l'ensemble de ces activités est accompli, en tout cas toutes celles qui sont nécessaires, et même dans l'idéal, celles qui sont justes et bonnes, au-delà du simple nécessaire. Donc cette activité qui va être capable de s'assurer que ceci donc, est effectué, et effectué de la façon la meilleure possible. Et cette activité, c'est la politique. Donc l'exercice du commandement, au niveau global de la société, qui vise donc à assurer et à faire régner ce bien commun, à le réaliser effectivement, en tout cas à faire en sorte qu'il soit réalisé, et à y participer bien entendu, à participer à sa réalisation. Et ce qui va prendre immédiatement donc, les deux formes principales, premières en tout cas, de la justice et de la paix. C'est classiquement les deux buts premiers que doit se donner donc, le politique. Il doit rechercher d'abord la justice, parce qu'elle conditionne l'ensemble, elle conditionne donc toute la vie sociale. Si donc la justice est manquée, la société ne sera pas bien organisée, et donc elle ne pourra pas atteindre la perfection qui est requise. Et bien entendu, le premier fruit de la justice, c'est la paix. C'est-à-dire que si on parvient à une société juste, eh bien les personnes donc, estimeront en effet obtenir ce à quoi elles ont droit, ce qui est la définition première de la justice, parce que vous ne me contredirez pas. Et donc, si elles obtiennent ainsi donc, ce à quoi elles estiment avoir droit, ce à quoi objectivement elles ont droit, eh bien, elles seront en effet satisfaites et donc dans des rapports qui seront pacifiques avec les autres. Donc, justice et paix, et plus généralement, une fois de plus, la vertu. Bien, ceci donc c'est ce que Aristote appelle le bien politique. Politique, livre 3, chapitre 12, dont il fait lui donc le souverain bien parce que précisément il n'imagine pas un tel rapport entre Dieu et les hommes. Le christianisme va porter ceci donc au niveau religieux, mais comme je le disais, sans pour autant donc nier, et bien au contraire, en affermissant donc la dimension aussi politique. Bien, alors ceci, pour terminer, conclure cette partie, on peut considérer que malgré toutes les attaques qu'a subies et que continue de subir le bien commun, depuis déjà longtemps, dans nos sociétés, on peut quand même considérer, on doit considérer que cette conception correspond à l'expérience que nous pouvons encore avoir de la vie sociale, dans la mesure où celle-ci demeure encore une vie sociale réelle, effective, disons normale, et par conséquent conforme à la nature sociale de l'homme. En fait, il suffit de faire retour sur notre expérience, ce que rapidement donc, j'ai un petit peu fait à travers quelques exemples. On peut chacun le faire aussi pour soi et constater, je crois, que cette analyse faite par les Grecs et reprise donc, par les théologiens médiévaux correspond effectivement à l'expérience humaine, on dirait naturelle, enfin, celle qui va se retrouver donc en toute société, dans la mesure où cette société fonctionne réellement comme société, dans la mesure où elle reste une société effective. Mais précisément, il y a eu et il y a encore des attaques contre ceci. Et ces attaques, classiquement, donc, ça prend la forme de ce que, classiquement, plutôt, on appelle l'individualisme. Et donc, dans un deuxième temps, et pour aujourd'hui, donc, je voudrais bien sûr aborder maintenant eh bien, la perversion, on peut dire, de ce bien commun, ou plus exactement, sa négation. Qui pourrait aller jusqu'à une éventuelle destruction. J'essaierai de dire à la fin que ça n'est pas possible, sauf à ce qu'il y ait destruction pure et simple d'une société. Mais en tout cas, les attaques que subissent ce bien commun, si vraiment il est le principe même de la vie sociale et politique, ne peuvent bien sûr ces attaques que porter préjudice donc, à la vie sociale.
Bien, donc voilà ce que je voudrais aborder donc, maintenant. Alors, qui d'entre nous n'a pas fustigé le comportement individualiste, dit individualiste, d'un grand nombre, d'un trop grand nombre de nos contemporains? Bon, ça se manifeste d'abord par un sans-gêne, par un manque de respect des biens comme des personnes, qui s'est donc généralisé. Bon, on s'en plaint régulièrement, et sans doute et de trop, et à raison bien sûr. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui assurément n'a pas faibli et qui même sans doute est plutôt donc en progrès, si on peut ainsi dire. Bien, alors ce comportement donc dit individualiste pourrait sembler être quelque chose de trivial, ça ne l'est pas, puisque ça marque déjà donc une absence d'éducation, laquelle est la base de toute vie sociale, on va dire, normale et bonne. Mais souvent, donc, le jugement que l'on porte sur cet individualisme en reste à ses premières considérations. Considérations, disons, d'ordre strictement moral, concernant donc les comportements individuels, sociaux. Mais au-delà donc, de cela, donc, l'individualisme revêt donc une dimension bien plus profonde. Il se traduit par un affaiblissement de ce qu'on appelle classiquement la responsabilité, par exemple dans la vie professionnelle, dans également la vie familiale. On travaille de sape de la famille depuis déjà longtemps, qui peut donc ignorer le fléau que représente le divorce dans notre société, qui est avant tout, malgré toutes les raisons qui peuvent bien sûr intervenir dans tel ou tel cas particulier. Il ne s'agit bien sûr pas de juger les cas particuliers, mais malgré tout, si on prend un peu un point de vue un peu général, ça vise quand même à privilégier le bien particulier de chacun des époux, ou des ex-époux, sur le bien commun de la famille, avec bien entendu le préjudice pour chacun sans doute, et également pour les enfants, et voire au-delà. Bien, si ceux qui ont la charge de protéger et d'éduquer les enfants sont impuissants à incarner une certaine stabilité, à préserver une certaine vie commune au sein de la famille, quelle image de la vie va en retirer l'enfant? Quelle confiance pourra-t-il avoir dans l'avenir? Bon, ceci donc, ça, au-delà de simple exemple du divorce, ça engage bien sûr tout le champ de la parole donnée, de l'engagement, du serment. C'est tout ceci donc, qui est fragilisé, et donc à travers tout ceci de la confiance, qui est bien entendu l'un des fondements de toute vie sociale. Et sans confiance, sans fidélité, que sont les vertus, que peuvent devenir donc les vertus, que devienne la piété filiale, si il n'y a pas donc ainsi de respect et on pourrait dire de continuité dans la vie familiale, pour rester dans cet exemple-là. Ça engage donc au-delà aussi la vertu de religion, la foi étant d'abord la confiance en Dieu. Donc, si la confiance est affaiblie, peut-être que la foi aussi peut en souffrir. Bon, pensons donc dans la foi chrétienne donc, au fiat de Marie, voilà, ce qui conditionne quand même toute l'économie du salut, avec le Christ. Bon, là encore, on a un exemple qui est porté sur le plan de l'absolu, mais qui, analogiquement, bien sûr, peut servir d'exemple pour la vie morale. Donc voilà, l'individualisme, ça n'est pas que un comportement moral, on va dire, inapproprié, enfin, disons, simplement égoïste, ça mine vraiment l'ordre des vertus, l'ordre vraiment humain. Mais on peut même aller encore plus loin. On peut aller plus loin et donner donc une définition qui soit un peu plus précise, peut-être un peu plus radicale sur un plan philosophique, donc un peu dans la remontée vers les principes. Alors juste avant d'y arriver, je voudrais juste m'arrêter un instant sur le terme même d'individualisme, donc que je reprends ici, et qui est un terme qui est devenu donc tout à fait classique. Il se trouve, voilà, j'en profite pour signaler donc un ouvrage qui vient de paraître, donc c'est le mois dernier, hein, c'est tout récent, de Marie-France Piguet, donc il s'appelle Individualisme, une enquête sur les sources du mot, donc c'est aux éditions du CNRS, qui est un très bon petit ouvrage qui, comme le sous-titre donc le dit, donc s'intéresse à l'histoire du mot
et donc fait une enquête à la fois donc, historique et lexicale, donc, qui montre que ce qui était à l'origine, bien sûr, un néologisme, apparu donc dans les années 1820, apparaît donc dans les milieux en fait saint-simoniens. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'expliquer donc ici qui était Saint-Simon. Donc c'est une pensée qui avait pour but donc de faire la promotion de l'industrie d'une part et aussi donc de la vie sociale. Bon, on considère Saint-Simon un peu comme à l'origine des mouvements socialistes. Et qui, en tant que tel, donc, c'est vraiment opposé à l'individualisme, ce que précisément, donc, sinon Saint-Simon lui-même, du moins certains de ses disciples, en sont venus donc à appeler l'individualisme. Alors, en marquant par là une certaine continuité avec l'égoïsme, donc il y en a eu un terme du XVIIIe siècle, tout en marquant que justement, ça n'est pas simplement moral, c'est plus profond que simplement moral au sens d'un comportement voilà, qui serait le résultat d'une mauvaise éducation, mais que ça touche plus profond donc, dans l'homme et dans la vie sociale, dans la conception de l'homme et de la société, puisque ça se rattache à la conception de la liberté individuelle, qui est au cœur de la théorie libérale, qui a été donc beaucoup critiquée donc, par les saint-simoniens, mais les penseurs catholiques de l'époque se sont très vite emparés du terme d'individualisme pour aussi donc, faire la critique donc, de la conception libérale bon, telle qu'elle était défendue à l'époque, hein, notamment par le penseur donc, le plus en vue, c'était Benjamin Constant, mais il y en avait d'autres, François Guizot également, d'autres qui vont défendre dans la liberté individuelle et qui vont la défendre voilà, comme quelque chose de positif en disant que c'est l'accomplissement de l'individu. Voilà, que l'accomplissement de l'individu suppose voilà, une totale liberté pour l'individu. Voilà, et donc c'est ce contre quoi va l'invention du terme d'individualisme. Donc en montrant qu'il y a, au-delà d'un comportement voilà, moral inapproprié, une conception donc, vraiment philosophique. Et au-delà, à travers le terme, s'est exprimée une certaine inquiétude justement sur la perte des vertus et du sens des vertus. Donc en fait, le propos, quelque part, que je reprends aujourd'hui, a déjà une longue histoire derrière lui. Ça fait 2 bons siècles que c'est un sujet de questionnement. Que ces attaques justement de la vie sociale, alors de ceux qu'à l'époque, de fait, on n'appelle pas trop le bien commun, parce que l'expression n'est pas tellement d'actualité, y compris de la part de ceux qui vont critiquer l'individualisme. Bon, parce que voilà, ça rattache à des courants de pensée, y compris dans l'Église, qui n'ont plus forcément donc, mis en avant ce bien commun, qui sont plus forcément donc, rattachés directement aux théologiens médiévaux. Enfin, bon, ça serait un peu complexe. Mais malgré tout, voilà, l'idée dans la critique de l'individualisme, c'est quand même bien de défendre un véritable ordre social et de s'alarmer face justement à un certain donc, affaissement, pour ne pas dire effondrement, de la vie sociale et du sens des vertus. Voilà, donc là, il y a une histoire donc, qui est déjà assez longue, dans laquelle, donc, très clairement, mon propos s'inscrit, même si je vais proposer ici donc, une définition de l'individualisme, comme je le disais, donc un peu plus précise à mon sens, et un peu plus radicale. Je pense qu'en effet, on peut donc définir l'individualisme tout simplement comme la doctrine et la pratique, parce que c'est bien sûr à la fois l'un et l'autre, mais bon, pour en rester sur le plan de la doctrine, comme la doctrine qui affirme qu'il n'existe pas de bien commun, et que le seul bien réel est le bien individuel propre à chacun. Par conséquent, donc, chacun vit pour soi, au sens fort et propre de l'expression, au sens littéral. Chacun est à soi-même son seul et unique but. Ceci donc s'appuyant sur une anthropologie qui conçoit donc l'homme comme naturellement asocial. Là on est aux antipodes donc, de la conception grecque. Le premier auteur qui va le dire de manière claire, c'est Thomas Hobbes au XVIIe siècle, donc dans sa
fameuse donc, théorie politique, dans le Léviathan, dans le Citoyen déjà, auparavant, deux ouvrages majeurs de politique de Thomas Hobbes. Donc il va en fait affirmer que seul est naturel l'individu, et que la société est une construction volontaire de la part des hommes pour pallier à certains problèmes, le problème de violence, et pour donc, voilà, répondre à ces besoins, donc, notamment le fait de mettre fin à une certaine violence qui régnerait entre les hommes, mais qu'en même temps, donc, on va accepter cette vie sociale parce qu'on y trouve donc, un avantage, donc d'un point de vue utilitaire. Bien, donc là, voilà, ça c'est l'anthropologie. L'anthropologie qui dit que l'homme est un animal asocial. Je parodie en fait la définition d'Aristote. Aristote affirme, c'est connu, donc, que l'homme est un animal politique. Bien, on peut dire, en le parodiant et en synthétisant la pensée des philosophes modernes qui ne se sont pas exprimés en ces termes exactement, hein. Mais je pense qu'on ne les trahit pas en disant que leur principe premier, c'est que l'homme est un animal asocial. Et donc, par conséquent, qui n'a jamais le soin que de soi-même. Alors si on prend donc ce principe, cet axiome, si on veut, sur un plan théorique en tout cas, c'est pas un véritable axiome puisqu'il n'est absolument pas évident. Donc c'est plutôt un postulat, il faudrait dire, si j'étais rigoureux sur le plan logique. Donc si on prend en tout cas cette affirmation au sérieux, la conséquence immédiate, c'est que tout ce qui n'est pas moi rentre dans un rapport instrumental avec moi-même. Tout ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire tout l'ordre des choses matérielles, mais également tous les autres individus, et bien entendu tout l'ordre de la société. Si je ne vis que pour moi-même, si je suis ma seule et unique fin, et bien tout le reste donc, est pour moi de l'ordre d'un moyen qui doit me permettre de parvenir à ma fin. Et donc la conséquence immédiate de cette conception, c'est ce qu'on a appelé, tout ceci en fait dans un laps de temps qui est quand même relativement restreint, hein, ce qu'on a appelé l'utilitarisme. Bon, le terme né dans la philosophie de Bentham à la fin du XVIIIe siècle. Il sera repris et popularisé davantage par Stuart Mill donc, au XIXe siècle. Donc l'utilitarisme, c'est bien cette idée que tout ce qui existe est au service du bonheur individuel. Et donc, et pour l'individu, dans un rapport instrumental à sa propre fin, qui est lui-même en fait. Bien, alors si, voilà, cet utilitarisme donc, est la conséquence immédiate voilà, de cet individualisme, bon, au début ça a été décliné sur un plan économique, c'est la fameuse théorie d'Adam Smith, même époque, donc seconde moitié du XVIIIe siècle, qui va concevoir donc l'échange économique donc sur le modèle strictement intéressé de l'avantage que je vais donc y trouver, ce qui n'est pas forcément complètement faux par rapport à l'échange économique, mais très rapidement, voilà, on va pouvoir en fait généraliser à l'ensemble des relations sociales. Et le temps étant, du temps ayant passé depuis le XVIIIe siècle, de fait, l'utilitarisme donc s'est généralisé à un bon nombre, sinon l'ensemble des relations sociales, enfin en tout cas tend à les travailler de l'intérieur, ces relations sociales. Bien, alors cette conception, il est évident qu'elle est la ruine de l'amitié, dont Aristote fait un des fondements de la cité. Si le regard que j'ai sur l'autre est un regard utilitaire, je risque d'avoir donc un regard sur l'autre qui peut être un regard de défiance, parce que l'autre c'est toujours celui qui risque de menacer ma liberté. Ça peut être un regard de concupiscence. L'autre c'est celui par qui je peux parvenir à mes fins, quand il n'est pas celui que je peux soumettre, pour ainsi assouvir mon désir de domination, et ainsi de suite. Cette conception, c'est également la ruine de la justice, autre fondement de la cité, nous le disions tout à l'heure. Et à travers la justice, c'est la ruine de l'ensemble des vertus. Avec les vertus, c'est toute la dimension du mérite et du démérite qui est dissoute. Car la vertu s'acquiert à force de travail sur soi, de renoncement, mais donc aussi d'efforts rationnels, de discernement.
que reste-t-il? Donc s'il n'y a plus de vertu, s'il n'y a plus de souci de l'autre, de souci du bien de l'autre, s'il n'y a plus de justice, eh bien il ne reste que la soumission au désir, aux passions. Et encore celle-ci risque-t-elle de devenir médiocre. Car avoir de grandes passions suppose encore des actions qui est un enjeu social fort. Si je cherche la gloire, le pouvoir, après tout, c'est pour que les autres me reconnaissent une certaine puissance. Bref, c'est quand même vivre à travers le regard des autres. Donc si ceci, donc, je le méprise, si je n'en ai plus le souci, même mes passions risquent fort de devenir des passions médiocres. Et on arrive en fait au tableau que dressé de manière vraiment géniale par rapport à quand même l'état des mœurs de son époque, qui était malgré tout pas celui de notre temps, à ce portrait que dresse de Tocqueville en 1840, lorsque dans le second tome de la démocratie en Amérique, il entrevoit, donc c'est une sorte de prévision, de prédiction, de vision, comme un peu un prophète. Il entrevoit donc les hommes comme une foule innombrable d'individus, donc semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leurs âmes. Donc le règne de la médiocrité. Bien. Faisons encore remarquer, je reviens sur ça, on en parlait tout à l'heure, que parmi les vertus, il y a bien entendu la vertu de piété et de religion, qui consiste donc chacune à rendre soit aux aïeux pour la piété, soit à Dieu l'honneur qui leur est dû. Or, si je suis à moi-même mon seul et unique bien, qu'ai-je à voir avec ceux qui m'ont précédé? En quoi pourrait-il être un modèle pour moi? Un modèle serait encore une limite à ma liberté, pourquoi pas? Si je dois me conformer à un modèle, je ne suis pas libre de choisir la physionomie, si je puis dire, sur le plan moral, que je pourrais désirer, vouloir. Si Dieu lui-même n'est plus un accomplissement pour ma personne, puisqu'il n'est pas moi-même, et que je suis moi-même ma seule et unique fin, mon seul et unique accomplissement, donc Dieu ne peut plus l'être. De deux choses l'une, dans ce cas-là, soit je le considère à son tour comme une utilité, comme un être qui pourra venir combler mes désirs, ou bien éventuellement transmuer ceci par une sorte de miracle, et j'ai au mieux une foi irrationnelle, ou fondée donc sur le pur affectif. Soit, ce qui est historiquement la veine majeure, enfin en tout cas dans l'influence sociale que ça a pu avoir au XXe siècle, soit je le considère comme un obstacle, l'obstacle suprême, qu'il faut renverser pour enfin être qui je veux être. Bon, c'est la grande veine de l'athéisme moderne, qui de Feuerbach à Sartre, au moins, et puis même quelques autres après, considère Dieu comme une idée par laquelle l'homme s'aliène, parce qu'il y projette des attributs qu'il s'interdit par suite d'avoir. Donc Dieu, il est parfait, donc je suis imparfait. Ben, si je veux devenir parfait, détruisons cette sorte d'idole et que serait Dieu. Donc ça serait un Dieu représenté comme un grand-père fouettard qui comprimerait les énergies humaines, pour le dire de manière un peu familière. De manière claire, du fait de la propagande marxiste du XXe siècle, notamment, et plus généralement du fait du matérialisme, c'est bien ce qui a prévalu. Or, ceci, bien entendu, n'est pas sans conséquence, là encore, sur la vie de la cité. Concrètement, donc, la domination culturelle de l'athéisme a relégué la foi dans les sacristies, comme on a pu dire, dans les familles, et elle a conduit donc à organiser concrètement la cité sans Dieu. Or, s'organiser sans Dieu ne renvoie pas qu'au refus d'un ordre moral, dans lequel Dieu jouerait le rôle de principe premier, garant d'une loi, somme toute extérieure à l'homme lui-même, à son dynamisme profond. Mais en vérité, c'est bien plus profond que cela. Parce qu'il y va donc, bien sûr, de tout l'ordre de la grâce et de la charité, c'est-à-dire de ce qui fait précisément le dynamisme de l'homme, dans son cœur le plus intime. Si vraiment, comme le dit saint Paul, en Dieu nous avons la vie, le mouvement et l'être, c'est le discours à l'Aréopage, Actes des Apôtres 17-28, et si par sa grâce et la grâce de ses sacrements, nous sommes réellement renouvelés, rendus à la vie qui est charité, alors le refuser, c'est ce qu'on a à la mort. Et tout comme la vie éternelle commence ici-bas lorsque nous nous ouvrons à elle, on peut considérer que la mort éternelle peut commencer ici-bas.
et que tous les désordres profonds qui affectent les âmes en sont autant de signes. La question de la responsabilité étant ici laissée en suspens. C'est, bien entendu, nous sommes autant victimes sans doute que responsables, mais bon, ça c'est une autre question. Donc le Christ nous a prévenus. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Saint Jean, donc, chapitre 15, verset 5. Le contexte immédiat fait penser, bien entendu, à la vie de prière, la vie tout court des personnes. Mais après tout, on peut tout à fait l'appliquer aussi sur le plan social. S'organiser sans Dieu, c'est se refuser à celui sans qui nous ne soyons pas, c'est se détourner de la vie même, y compris donc sur un plan social. En deçà même, et combien en deçà même de la vie, donc de la grâce, s'organiser sans Dieu ne laisse même pas subsister la religiosité naturelle, qui, à défaut donc, des moyens de la grâce, donne au moins à l'homme de comprendre qu'il est dépendant d'un ordre qui le dépasse de toutes parts, et qu'il ne peut que révérer en le craignant, et vis-à-vis duquel il ne peut que se montrer rempli de gratitude. Et cela rejaillit sur l'ordre des choses humaines. Ainsi, la vertu de religion, même élémentaire, même purement naturelle, est au fondement de la vertu de piété. On y revient. Et donc, en fait, un des fondements de la vie sociale. Ainsi, donc, se refuser à Dieu, refuser Dieu, c'est en même temps renoncer à l'ordre naturel de la vie humaine, et donc au véritable ordre social. C'est bien pourquoi le cardinal Sarrat, dans son homélie donc, qui concluait le pèlerinage de Notre-Dame des Chrétientés à Chartres en mai 2018, donc mai dernier. C'est pourquoi le cardinal Sarrat avait éminemment raison lorsqu'il disait que la société occidentale, aujourd'hui, n'a plus que le vide et le néant à offrir. Car que reste-t-il à l'homme qui se veut ainsi délié de tout, y compris de la source de son être, comme du monde dans lequel il existe? Il ne lui reste que son seul plaisir immédiat, ou au moins rapproché, évanescent comme tout ce qui est sensible et éphémère. À ne vouloir dépendre que de lui-même, l'homme est semblable à ce serpent qui, mordant pendant sa propre queue, finit par se dévorer lui-même. Ou il serait semblable à une plante qui, dans un mouvement d'orgueil, si une plante pouvait en avoir, s'arracherait elle-même au terreau qui la nourrit pour prétendre ne se sustenter que d'elle-même. Et si je recite à nouveau donc, le cardinal Sarrat, donc, il continue dans son homélie en disant que cette folie constitue un terrorisme éthique et moral plus virulent et plus dangereux que le terrorisme des islamistes ou toute autre menace qui pèse avant tout sur les corps. Car refuser l'ordre naturel et divin, ce n'est en définitive rien d'autre que l'expression même du nihilisme. Et donc, je terminerai sur ça donc, aujourd'hui. Le nihilisme, c'est en effet, autre néologisme, apparu lui plutôt dans la seconde moitié du XIXe siècle, d'abord dans un contexte plutôt de pensée directement politique, mais au-delà, il y a bien sûr une dimension, on peut même dire métaphysique. Le nihilisme, donc l'amour du néant, la recherche du néant, comprenons la recherche d'une sorte d'indétermination absolue, ou plus exactement, parce qu'en parler en termes de recherche, c'est peut-être encore trop positif, en fait, le rejet de tout bien déterminé, de tout bien, en fait, effectif et réel. Or, le problème du nihilisme, c'est que, enfin, bien sûr, il est intrinsèquement pervers, mais c'est qu'il est évidemment destructeur, car, à sa manière, il est prosélyte. Il est l'affirmation que l'homme peut se suffire, radicalement. Et donc, sa seule justification, en effet, serait de faire la preuve par les faits que l'homme peut effectivement y parvenir. Autrement dit, qu'il n'y a effectivement rien dont l'homme dépende, rien de beau, rien de vrai que l'homme puisse admirer ou même adorer, si ce n'est peut-être lui-même. Et encore, pas en tant qu'il a une nature, car ce serait inévitablement ouvrir la question de l'origine de cette nature. Il lui faut donc montrer que tout peut être réduit à l'expression du désir immédiat, qui seul serait naturel, ou en tout cas qui aurait une certaine valeur, qui seul ne mentirait pas. Et il faut donc convaincre tout le reste de mensonges. L'obsession de notre époque pour la sexualité, par exemple, n'a pas d'autre raison d'être. Ou plus généralement,
la tendance donc, récurrente à tout avilir, à blasphémer tout ce qui est grand. Dieu, bien sûr, mais également tout ce qui a une certaine grandeur dans l'histoire, dans le présent, dans l'héritage que l'on peut avoir au passé ou dans ce que l'on peut faire aujourd'hui, donc de beau, de bon, ce qu'on peut dire de vrai. Et Dieu sait que ceci donc va loin, puisque même l'Église n'est pas entièrement épargnée par ces fléaux. Il s'agit bien de terrorisme, puisque quiconque va contre ceci se voit aussitôt moqué, calomnié, quand ce n'est pas menacé, même physiquement. Et cela se comprend aisément. Le nihilisme ne peut tolérer aucune contradiction, car s'il existe une seule chose belle et bonne en ce monde, alors c'est lui qui est convaincu de fausseté, c'est lui qui est convaincu de mensonge. Le malheur du nihiliste, c'est en fin de compte que le monde est beau, et que malgré le péché et ses effets, la vie est magnifique. D'où la rage des nihilistes, puisqu'ils n'auront jamais, bien sûr, fini de détruire, bon, sauf à arriver en effet à une destruction complète et totale. Mais sans doute n'est-ce pas possible. Alors en conclusion, j'ai bientôt fini, voilà. J'ai juste une brève conclusion pour faire donc une brève synthèse et puis préparer donc la séance prochaine. Donc voilà, j'ai essayé d'exposer ce qui classiquement donc, est conçu comme le principe premier de la vie sociale et politique. J'ai essayé donc d'exposer ceux qui la menacent, ceux qui s'efforcent de la nier et de la détruire. Alors il faut préciser d'emblée que cette analyse donc, de ce qu'on appelle, j'ai repris le terme, donc l'individualisme, le nihilisme, cette analyse doit être bien comprise. Il ne s'agit pas de la description pure et simple de la situation contemporaine. Je disais en effet tout à l'heure que le bien commun demeure encore à la source de notre expérience de l'existence sociale concrète. Et il ne peut que l'être dans la mesure où subsiste encore la société. Il s'agit donc ici de la description, non pas exactement de la configuration sociale actuelle, mais en tout cas des énergies qui travaillent en profondeur à détruire la société et qui sont donc effectivement à l'œuvre et puissamment à l'œuvre dans les sociétés occidentales contemporaines. Ce qui conduit donc à leur perversion. Mais il faut bien garder en tête, bien sûr, que comme tout mal, le nihilisme ne peut prospérer qu'en parasitant un bien réel. Donc il ne peut exister que s'il y a un bien. Le mal n'existe pas en lui-même. Il n'en reste pas moins qu'il est bien actif et que c'est lui que nous devons affronter si nous entendons travailler au service de la cité. Et donc le défi voilà, qui est devant nous, de fait, ce n'est pas mince. Il n'est pas inutile ici de rappeler qu'il n'est pas en fait nouveau. Donc un certain nombre de nos prédécesseurs l'avaient quand même bien entrevu, au moins depuis des siècles. Et alors c'est pas forcément une conclusion une remarque très optimiste, d'une part, de cet côté, puisque ça veut dire quand même que depuis des siècles, on n'a pas, manifestement, réussi à trouver une parade vraiment efficace. Donc ça, c'est le point qui va donc m'occuper, au moins donc la séance prochaine, peut-être un peu plus. Essayer donc de voir bien sûr comment affronter ce nihilisme, comment y répondre, et pour commencer donc examiner les réponses qui ont été apportées, ou que nos ancêtres, plus ou moins donc, lointains, ont essayé d'y apporter. Et assez clairement, vous voyez un peu où je vais en venir, pourquoi ces réponses ont au moins en partie échoué. Je ne dis pas qu'elles ont été inutiles, je ne dis pas qu'elles ont complètement échoué, ce serait sans doute largement exagéré, mais force est de constater qu'elles n'ont pas entièrement réussi, puisque le problème est toujours d'actualité aujourd'hui. Voici pour aujourd'hui, donc je maintiendrai à ça et je vous donne rendez-vous, c'est je crois donc le 9 décembre prochain. Merci de votre attention.